Bonjour à tous, moi, je vais vous proposer de commencer. Donc, on est ensemble jusqu'à midi sur le sujet de l'intelligence artificielle et la recherche d'emploi. Quels enjeux pour les professionnels de l'EFOP? Donc, nous accueillons aujourd'hui Pierre-Adrien Roux, formateur enseignant en communication digitale et journalisme web, pour nous présenter ce webinaire et avec les objectifs que vous allez voir s'afficher, comprendre le fonctionnement des intelligences artificielles génératives, notamment ChatGPT, appréhender les usages de ChatGPT dans la recherche d'emploi ou d'orientation et questionner l'impact de ChatGPT sur la posture professionnelle des acteurs et actrices de l'EFAP. On vous propose de communiquer via le chat. Vos micros sont coupés, c'est volontaire parce que vous allez être normalement assez nombreux aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via le chat. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec un petit quiz. Alors, je lance le sondage que je n'arrive pas à lancer. Est-ce que Pierre-Adrien, tu as la main sur le sondage? Alors, normalement, oui. Normalement, oui. Il est Je- par ici. Je le relance. Est-ce que vous avez accès à ce petit sondage? C'est bon, Est-ce que ça fonctionne chez vous? c'est Super, bon. C'est merci. bon? Ok, super. Alors, c'est plus, oui, un sondage qu'un quiz, hein, dans le sens où c'est pour évaluer un petit peu là où vous en êtes par rapport à cette histoire d'intelligence artificielle générative, comment vous percevez ces choses-là à travers trois, quatre petites questions. Et puis, on en reparlera tout à l'heure. Je te laisse, Pierre-Adrien, reprendre la main. Moi, j'ai plus la possibilité d'intervenir sur le sondage. Est-ce que vous voyez en direct les réponses s'afficher de ce sondage? Non, très bien. Il faut que je mette fin au sondage pour pouvoir afficher le sondage. On va attendre un petit peu. 33 réponses sur 37 personnes, ce qui nous donne un taux de participation à 91%, pour être très précis. Ça permettra éventuellement à des personnes de nous rejoindre encore avant que l'on démarre ce webinaire. Je pense qu'on peut démarrer, Claire. Ouais, quand tu Si veux. c'est bon pour toi, La parole est à je toi. mets fin au sondage. On pourra relancer, je crois, le sondage tout à l'heure, mais vous pouvez. Alors, est-ce que du coup, les résultats s'affichent maintenant que j'ai partagé ce sondage?
nous dit Émilie. Merci Émilie. Merci Laurence. Vous êtes actuellement 42 personnes présentes sur ce webinaire. On va donc démarrer, je vais revenir sur le sondage un petit peu plus tard. On va donc démarrer ce webinaire intitulé Intelligence artificielle et recherche d'emploi. Quels enjeux pour les professionnels de l'EFOP? Déjà, est-ce que vous m'entendez correctement dans Zoom? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que tout va bien? Parce qu'après, je vais Ouais, parler quand très même un petit peu. Du coup, voilà, c'est important que le son fonctionne bien. Très bien. Bon, il s'agit d'un temps d'échange assez rapide. Moi, j'ai quelques informations effectivement à vous apporter sur le sujet. On va essayer de se garder un temps en deuxième partie pour créer un petit peu d'échange. On pourra éventuellement remettre les micros si le temps nous le permet. 1 heure pour faire le tour du sujet, non, ce n'est pas suffisant, bien évidemment, mais l'idée, c'est pour vous, je l'espère en tout cas, d'amorcer des réflexions sur ce sujet, réflexions que vous pourrez poursuivre au sein de vos structures diverses et variées. Je tiens à remercier, moi, le Cariforef de me permettre d'animer ce temps et ainsi que le CNJ, le Centre Nantais de journalisme, qui m'accueille dans ses locaux pour pouvoir faire ce webinaire dans les meilleures conditions. Euh, pour celles et ceux que je ne connaîtrais pas, parce que je vois quand même que je connais certaines personnes hein, dans les personnes présentes aujourd'hui, mais bien évidemment pas tout le monde. Je m'appelle Pierre-Adrien Roux, je suis formateur, enseignant. Claire l'a très bien dit en journalisme web et communication digitale. Je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas un spécialiste technique des intelligences artificielles. Il y a peut-être certaines questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je le dis en toute humilité, il n'y a absolument aucun problème. Euh, Par contre, les questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, je les noterai et puis je reviendrai vers vous après le webinaire pour vous apporter les éléments nécessaires. Donc, pas un spécialiste technique des intelligences artificielles. Par contre, je suis en veille sur ce sujet depuis plusieurs mois. Et puis, je travaille avec mes étudiants dans le cadre des diverses collaborations que je vais faire avec des écoles en communication et en journalisme sur ce sujet-là, qui préoccupe, je vous rassure, tout autant les jeunes que les moins jeunes. Donc, de par mon travail, de par mes engagements aussi associatifs, puisque je fais partie de l'association Fragile à Nantes, qui est une association d'éducation aux médias et aux pratiques numériques, voilà, donc qui réfléchit aussi sur ces actions-là. Et puis, voilà, pour finir un petit peu sur le parcours, j'ai été aussi salarié du CRIJ de Nantes, le réseau Info Jeunes Pays de la Loire que vous connaissez certainement très bien et dont nous avons des dignes représentants parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, donc je porte, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le prisme de la jeunesse et de savoir quelles pratiques les jeunes, quels usages les jeunes font de cette technologie-là qui est arrivée, les intelligences artificielles génératives. On redéfinira un petit peu les choses, bien sûr, juste après, pour être bien en phase sur ce que l'on entend par ce terme-là. Je vais reprendre un petit peu donc ce sondage. Voilà, quel est votre sentiment global face aux intelligences artificielles génératives? 35% plutôt enthousiastes, 49% plutôt inquiets, et puis 16% plutôt indifférents. Bon, on voit que ça interpelle, on voit que effectivement les sentiments sont peut-être un peu mêlés, un peu partagés. Vous avez peut-être eu la possibilité de ne répondre qu'à une seule réponse. Et en vérité, vous auriez peut-être préféré dire que vous étiez à la fois enthousiaste et inquiet, ce qui est le cas de la plupart des gens. On va en reparler aussi. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez intégré des IA génératives dans vos méthodes de travail? 14% nous expliquent oui. Sur ces personnes, là, sur ces 5 personnes sur 37, n'hésitez pas à me dire dans le chat, voilà, de quelle manière est-ce qu'il s'agit de ChatGPT ou est-ce qu'il s'agit d'autres intelligences artificielles? Euh, Avez-vous déjà constaté les effets des IA chez les publics que vous accompagnez? 30% constatent déjà que oui, et on va le voir, hein, il y a des évolutions très concrètes depuis l'arrivée de ChatGPT, notamment en matière de recherche d'emploi. Je vous présenterai un témoignage tout à l'heure vidéo d'un jeune avec lequel je travaille et qui nous explique comment il a utilisé ça dans sa recherche d'emploi. Euh, Utilisez-vous ChatGPT à titre pro ou perso? Jamais. Pour la plupart d'entre vous, vous attendiez bien évidemment ce webinaire
pour avoir quelques billes pour vous lancer peut-être. Je vais arrêter le partage. On relancera peut-être ce sondage s'il y a d'autres personnes qui arrivent parmi nous. Euh, donc, on le voit bien à travers ce sondage, au regard de vos réponses, et puis aussi au regard du nombre d'inscrits hein, à ce webinaire aujourd'hui, hein, un nombre qui est assez important, que le sujet interpelle, voire qu'il inquiète pour une partie d'entre vous, en tout cas qu'il ne laisse pas indifférent. C'est bien normal. C'est bien normal car d'un côté, on a affaire à une profonde mutation de notre rapport au travail. Une mutation, certains n'hésitent pas à parler de révolution. Je suis plus prudent sur ce terme-là quand il s'agit de l'utiliser, mais oui, il faut bien se dire que l'arrivée des IA génératives, donc IA, les intelligences artificielles, je repréciserai hein, bien ce terme juste après, euh, va impacter énormément de choses dans notre économie, dans notre rapport au travail. Donc oui, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce sujet-là, même si je suis assez, euh, on va dire, prudent dans l'usage du terme révolution. Euh, et en réalité, les signaux qu'on a aujourd'hui sont assez faibles, semble-t-il, par rapport à ce qui va nous attendre, par rapport à ce qui va arriver assez prochainement. Je reviendrai aussi là-dessus. Et puis, dans un même temps, on a cette mutation et dans un même temps, bah, ça nourrit évidemment beaucoup d'inquiétudes très légitimes pour plusieurs raisons. D'abord, je vais partager quelque chose, mais d'abord parce qu'elle génère une série d'incertitudes sur l'avenir à court terme de tel ou tel métier ou de tel ou tel secteur d'activité. Je vous partage un titre d'exemple. Je vais chercher le bouton partager. On était sur une bonne base. Voilà. Voilà. Un premier article. Est-ce que le partage écran fonctionne bien? Alors, semble-t-il, c'est pas l'article que vous avez sous les yeux, mais est-ce que ça fonctionne C'est bien? bon, on a l'article, ouais. Très bon, super. Voilà, à titre d'exemple, c'est très concret. C'est très concret quand on a cet article sur cette entreprise qui s'appelle Onclusive, je ne sais pas exactement la prononciation, qui annonce qu'elle va supprimer 217 emplois en France au profit de l'intelligence artificielle. On est très clairement dans du concret. Euh, cette entreprise a été spécialisée sur la veille médiatique. Donc, typiquement, un sujet sur lequel on peut actionner des intelligences artificielles génératives avec pertinence et du coup un impact très concret sur, sur l'emploi. Donc des inquiétudes qui naissent bien sûr sur ce sujet-là. Et puis aussi une nouveauté, c'est que en fait les premières professions impactées, pour une fois, ne sont pas des ouvriers, ne sont pas des métiers industriels, métiers techniques. Les premiers impactés sont des professions intellectuelles, même si évidemment les IA vont concerner tout le monde, des professions intellectuelles, et ça aussi c'est un peu nouveau en fait. Je pense au journalisme, évidemment, je pense à la création artistique, aux métiers du digital comme les développeurs web, qui vont très très rapidement être impactés par ce sujet-là. Et bien sûr, j'ajouterais bah, les métiers d'accompagnement des publics, comme ceux qui sont présents aujourd'hui et dans le réseau EFOP. C'est sûr que on a un nouvel outil qui intervient et du coup, ça vient interroger aussi notre posture de médiateur pour certains métiers ou d'accompagnant, d'accueil même, pour plusieurs de métiers qui sont présents dans le réseau EFOP. On a Emeline qui nous disait qu'elle utilisait ChatGPT dans le cadre de bilan de compétences. Eh bien, Emeline, c'est très intéressant et je t'inviterai tout à l'heure à nous préciser peut-être un peu ça. Et puis aussi à titre perso. Donc, Emeline, semble-t-il, est très férue de ChatGPT. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous tâcherons d'y répondre, alors soit à la volée, mais vraisemblablement plutôt en fin de visio. Et comme je vous l'ai dit, si je n'ai pas les réponses, parce que je n'aurai pas les réponses à toutes vos questions, je m'engagerai à revenir vers vous par la suite pour continuer ces échanges-là. Nous allons procéder en trois temps. Donc j'ai une prise de parole que j'espère ne pas dépasser d'une demi-heure, on va dire comme ça. Pourquoi précisément ces métiers? Oui, alors ça y est, les questions arrivent. Pourquoi précisément ces métiers?
les métiers, les professions intellectuelles, parce que justement, on a affaire à une nouvelle génération d'intelligence artificielle qu'on va appeler des intelligences artificielles génératives. Je vais expliquer tout ça dans quelques instants. Et donc, leur objectif à ces IA vont être de générer du contenu. Donc, tout ce qui va être profession intellectuelle où il s'agit de générer du contenu, que ce soit du texte, de l'image, mais aussi des pages de code. J'ai pris l'exemple des développeurs web tout à l'heure. Voilà, tout ce qui va être de cet ordre de production de contenu va être directement impacté. Mais après, on verra que les IA, c'est beaucoup plus large et que ça va impacter beaucoup plus de personnes et à peu près tous les corps, toutes les professions. Voilà, donc il est déjà 11h17. Je vais essayer de parler pendant voilà, une petite demi-heure, d'être le plus concis possible pour vous apporter des éléments et puis se garder un vrai temps d'échange à la fin. J'espère pouvoir garder ce timing-là. On va démarrer en définissant, en reprécisant ce que sont les intelligences artificielles et les intelligences artificielles génératives, dont fait partie, par exemple, ChatGPT. Je vous rassure, je vais essayer d'être le plus concis possible, pas vous embrouiller avec des éléments techniques que moi-même je ne maîtriserai pas, mais c'est un passage obligé pour mettre voilà, tout le monde au même niveau de compréhension. Première chose, on a assisté à un phénomène de bulle médiatique en début d'année, voilà, janvier 2023, où la question des IA a complètement saturé l'espace médiatique. On a parlé beaucoup de ça, du fait de l'arrivée de deux IA, deux intelligences artificielles génératives, ChatGPT et Midjourney aussi. On a beaucoup parlé de Midjourney, qui est cette intelligence artificielle qui permet de créer des illustrations, des images. On a en tête éventuellement les images de détournement d'Emmanuel Macron en train de sortir les poubelles ou en train de sortir d'une manifestation. Voilà, ce sont des images qu'on tournait. On a eu aussi le pape avec un gros bombers. Voilà, ce sont des images qui ont été générées par Midjourney, qui ont fait parler un petit peu à ce moment-là. Je reviens pas sur ces épisodes hein, pour pas perdre trop de temps sur ce qui nous intéresse, la recherche d'emploi, mais on a eu cette bulle médiatique en début d'année du fait de l'arrivée de ces intelligences artificielles, un buzz en quelque sorte qui a donné aussi naissance à beaucoup de fantasmes et aussi une ribambelle d'experts en intelligence artificielle, de coachs, de gens qui vous vendent beaucoup de formations, d'écoles aussi qui se sont créées du jour au lendemain spécialisées sur les IA. Je ferme cette petite parenthèse. Donc du coup, je vais commencer pour définir ce qu'est une intelligence artificielle par casser quelques mythes. Euh, le premier d'entre eux, c'est bien le terme d'intelligence artificielle en lui-même, qui est extrêmement maladroit, pour ne pas dire dangereux, car il suppose une forme d'intelligence comme on l'entend, nous, par rapport à l'intelligence humaine. Or, non, les IA, pour le moment, ne sont pas dotées de capacités réflexives, d'esprit critique, d'intelligence émotionnelle. Une IA ne peut absolument rien faire toute seule. Elle ne peut pas improviser, elle ne peut pas comprendre par elle-même. Bref, elle a besoin de l'humanité ou elle a besoin d'un modèle pour fonctionner. Elle va reproduire des choses. D'accord? Euh, on parle effectivement d'IA faibles et d'IA fortes. Les IA faibles étant ces intelligences artificielles qui se limitent à exécuter des tâches. Typiquement ChatGPT, on lui donne une instruction, il va réaliser une tâche. Et on parle aussi d'IA fortes comme étant des IA qui vont égaler l'intelligence humaine. Et on a beaucoup de fantasmes sur cette deuxième famille-là d'IA, mais dites-vous bien que pour le moment, ça n'est pas une réalité. C'est de l'ordre de la fiction. Et la fiction nourrit beaucoup nos imaginaires sur ce sujet-là. Euh, mais c'est quand même de l'ordre de la théorie aussi. Et donc, il faut s'attendre effectivement un jour à ce que les intelligences artificielles soient dotées de ces compétences-là. Deuxième mythe à pourfendre, les IA ne sont pas magiques. Voilà, je sais que ça n'a l'air de rien de dire ça, mais en fait, cette terminologie-là, ce champ lexical de la magie, il va revenir beaucoup. Je prends un exemple sans insister trop dessus, mais vous connaissez très certainement l'outil Canva, qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, qui est vraiment rentré, notamment chez les jeunes, comme un outil de premier plan, outil qui permet de créer des designs, des visuels. Canva vient de sortir sa nouvelle version
dopé complètement à la technologie IA, à la technologie des intelligences artificielles, et du coup propose une foule de fonctionnalités qui sont très très bien. Moi, je suis très féru de ce genre d'outils-là. Euh, Simplement, ils ont développé tout un champ lexical autour de la magie. Alors, c'est la suite magique, c'est Magic Expand, c'est Magic ceci, Magic cela. Et je pense que, sans vouloir trop insister sur l'exemple de Canva, que d'utiliser ces termes-là, c'est pas forcément une bonne chose. Déjà, ça ne permet pas ça ne facilite pas la compréhension des intelligences artificielles. Et puis, comment dire, euh, ça montre une technologie qui n'aurait pas vraiment de matérialité. On a eu la même chose avec le cloud computing. À un moment donné, on parlait de cloud tout le temps. Ces nuages qui n'auraient pas de matérialité. Si, ça a une réalité très concrète. Cette technologie-là renforce un peu plus, bah, toujours plus de données, toujours plus de serveurs, toujours plus de data centers. Donc, c'est très physique comme affaire. Voilà, c'est pour ça que je suis très prudent aussi sur ce champ lexical qui est souvent utilisé quand on va parler d'intelligence artificielle. Dernier mythe que l'on se doit de briser quand on essaye de définir les intelligences artificielles, c'est qu'elles n'existent pas depuis 2023. Voilà, ce n'est pas né, c'est pas quelque chose qui est né récemment. Ça, c'est vraiment dû au buzz qu'il y a eu autour de ChatGPT et de Midjourney. Et en fait, on peut remonter dès les années 50. On peut remonter aux années 50 avec l'arrivée des ordinateurs, euh, commence à parler d'intelligence artificielle, puis de machine learning. Machine learning étant l'apprentissage automatique pour pouvoir mettre en place ces ordinateurs. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est très récent. On a quelques décennies de recherche. Alors, c'est pas une histoire très linéaire, la recherche sur les IA, mais voilà, on a des décennies de recherche. Et puis finalement, pour trouver un marqueur un peu grand public, eh bien, il faut attendre 1997. Je vais vous partager ça. C'est pas très fluide, hein, le partage d'écran. Je ne voudrais pas. 1997, peut-être que ça vous rappelle quelque chose, mais notre célèbre joueur d'échecs Kasparov qui perd contre une intelligence artificielle produit d'IBM, Deep Blue à l'époque. Donc là, on a voilà cette intelligence artificielle là qui aujourd'hui est un jeu, hein, contre Deep Blue pour s'exercer en jeu d'échecs. Mais voilà, on a un premier marqueur un peu historique à ce moment-là, grand public en tout cas. Euh, il faudra attendre 2015 pour la création d'OpenAI, OpenAI étant la société qui a donné naissance notamment à ChatGPT, 2021 pour une autre intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E, qui fait aussi beaucoup parler d'elle, génératrice d'images, et puis 2022, ChatGPT. Voilà pour un peu les mythes, la désinformation qui peut tourner autour de ces IA. Alors, c'est quoi une IA? On peut définir ça comme un ensemble de dispositifs numériques qui va viser à faciliter, amplifier, automatiser et compléter l'action humaine. Voilà, faciliter, amplifier, automatiser, compléter, c'est vraiment les quatre axes par lesquels on peut définir cet outil-là. Et justement, je parle d'outils. Je pense qu'effectivement, il faut remettre l'IA à sa place. L'IA est un outil, au même titre qu'un marteau ou qu'une perceuse. C'est-à-dire que moi, avec mes petites mains, je suis incapable de creuser un mur. Par contre, une perceuse peut le faire. Donc cet outil-là est plus compétent que moi sur cette action-là. Pour autant, la perceuse ne sert absolument à rien toute seule, à part prendre la poussière sur une étagère. Elle a besoin de moi pour avoir un sens. Euh, eh bien, les IA génératives, c'est un peu cette idée-là d'outils dont on va pouvoir se servir pour faciliter des tâches, amplifier des tâches, les faire de manière plus systématique, plus répétitive, les automatiser et puis faire aussi des tâches que l'on ne serait pas en mesure de faire parce qu'on ne peut pas rivaliser avec les super ordinateurs qui sont actionnés pour calculer tout ce qui est calculé dans cette technologie-là. Alors,
Les IA génératives et les IA d'une manière générale reposent sur ce qu'on va appeler, hop là, le big data. Vous me dites ainsi, oui, si ça fonctionne bien, le partage d'écran apparemment, C'est oui. bon, on voit bien. Euh, cette accumulation de données numériques qui s'est, vous le voyez là dans ce graphique, profondément accéléré ces 10-15 dernières années, donc, et qui sont liées à notre consommation d'Internet. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, par toutes les actions qu'on va faire sur ce réseau Internet, qui vont générer des données, qui vont être stockées. Et ces données stockées, on parle hein, de 181 zeta-octets créés chaque année, un zeta-octet étant 1000 milliards de gigaoctets. Je vous passe un peu les calculs, mais ça fait énormément, énormément de données. Euh, et donc, cette technologie, elle se base sur cette accumulation de données. Et plus il y a de données, plus les IA vont pouvoir compiler, calculer, structurer ces données pour nous apporter des réponses. Donc, c'est bien sûr pour ça que ça fonctionne. Alors, si je prends l'exemple de ChatGPT, dans sa version gratuite, ChatGPT va bénéficier d'une base de données qui a été créée par ses développeurs. Euh, sur la version payante actuelle, la plus récente, elle est directement branchée à Internet. Donc, elle va pouvoir interroger en temps réel toutes les bases de données qui émanent de notre utilisation d'Internet. Alors, euh, donc voilà, ces IA sont capables d'interroger et d'utiliser ces infos pour produire du contenu. Euh, Après, ça peut avoir plusieurs champs d'application. Je rebondirai peut-être sur la question de pourquoi précisément ces métiers, mais euh, ça peut avoir plusieurs champs d'application et il faut vous dire aussi que les IA sont déjà absolument omniprésentes dans notre vie quotidienne. Omniprésentes, c'est peut-être un petit peu fort, mais elles sont déjà très présentes dans notre vie quotidienne à travers des outils qu'on va utiliser tous les jours. Je pense par exemple aux assistants vocaux, qui sont de plus en plus intelligents, entre guillemets, bien sûr. Cette infographie a un titre un peu particulier, mais en tout cas, les assistants vocaux sont un exemple d'outils dans lesquels on va pouvoir retrouver de l'intelligence artificielle. Mais les navigateurs GPS également, qui vont suggérer des itinéraires, qui vont estimer un trafic. Voilà, c'est un autre exemple. Dans la santé, dans la finance, dans les voitures autonomes. On a plein de champs d'application où en fait les intelligences artificielles sont déjà très 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 présentes. Et bien sûr les réseaux sociaux qui vont utiliser des technologies d'intelligence artificielle dans leur algorithmie pour anticiper nos besoins d'information. Donc voilà, encore une fois, hein, l'IA, c'est pas quelque chose de récent, c'est déjà très présent. Je finirai cette définition en vous précisant que les intelligences artificielles génératives, là pour le coup on a un terme qui est à la fois pertinent et explicite selon moi. On va utiliser ces intelligences artificielles pour générer du contenu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du texte, du son, de l'image fixe, de l'image animée, de la vidéo. Aujourd'hui, on a une foule d'intelligence artificielle. Je vais vous présenter très 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 rapidement euh, une infographie qui regroupe plusieurs types d'intelligence artificielle. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Alors, elle doit être là. Excusez-moi. J'en profite hein, pour vous dire que tous les éléments que je vous projette, toutes les références que je vais utiliser dans le cadre de, euh, de ce webinaire, vous les aurez. On va vous les transmettre par la suite. Voilà, j'ai retrouvé mon infographie. Tout va bien. La voici, la voilà. Voilà. Il faut vous dire qu'il y a des intelligences artificielles pour à peu près tout. Vous voulez créer une ambiance sonore pour réaliser un podcast, vous pouvez utiliser une intelligence artificielle. Vous voulez créer de la vidéo, vraiment, j'ai des exemples que je ne vais pas, pour pas perdre de temps, vous présenter ici, mais créer de la vidéo
de manière assez bluffante. Générer du texte, bien sûr, générer des visuels, ça on l'a déjà vu pas mal. Mais voilà, il y a une foule d'intelligence artificielle générative qui sont aujourd'hui très accessibles. Alors parfois avec des modèles économiques qui nécessitent un compte premium ou des choses comme ça, mais techniquement qui sont très accessibles. Voilà pour la définition. J'espère que ça clarifie un peu. Je rentre pas dans une définition technique, hein, encore une fois, parce que c'est pas mon domaine de compétence, mais plutôt pour faire comprendre simplement ce que c'est qu'une intelligence artificielle générative. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'impact de ces IA génératives sur le secteur de l'emploi. Alors, dans un premier temps, sur la recherche d'emploi, puisque c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui et qui vous intéresse dans le cadre de vos missions, de vos métiers, l'emploi, la formation, l'orientation. Et pour entamer cette deuxième partie, j'aimerais vous présenter un témoignage vidéo, celui d'Ilias. Alors, Ilias, c'est un étudiant qui a 20 ans. Il est étudiant en communication marketing à Nantes et je travaille avec lui sur ces questions-là. Donc oui, il n'est pas représentatif des jeunesses, voilà. Euh, mais il découvre, comme tout le monde, ces technologies et on la découvre ensemble. Et il nous explique dans ce témoignage qui dure 3 minutes, voilà, comment il a utilisé ChatGPT dans le cadre de sa recherche d'emploi. Je vais partager ça tout de suite. N'hésitez pas à commenter directement dans le chat cette vidéo pour qu'on puisse rebondir dessus par la suite. Voilà, je vous présente Ilias. Bonjour Ilias. Que juste vous pouvez me confirmer que vous entendez bien. Alors non, je ne pense pas que vous entendrez bien. Excusez-moi, parce que je ne l'ai pas signifié. Partager l'audio. Je m'appelle Ilias, j'ai 20 ans et je suis en école de communication marketing à l'ISEG à Nantes. C'est bon pour vous? D'une manière générale, j'utilise souvent quand je comprends pas quelque chose et quand j'ai besoin qu'on me réexplique. Du coup, j'utilise des prompts comme par exemple ChatGPT, réexplique-moi ça comme tu l'expliquerais à un enfant de 15 ans ou 12 ans en fonction de ce que j'ai besoin de comprendre. Sinon, pour la rédaction de contenu, des fois j'ai envie de simplifier mes phrases. Donc j'aime bien qu'on me reformule, qu'on m'explique différemment. Pour parler d'autre chose de ChatGPT, j'utilise aussi les IA génératives concernant DALL-E par exemple, pour la génération d'images. J'aime bien avoir des visuels différents dans le cadre de projets, etc. Donc des trucs qui sortent du lot. Oui, c'était pour rédiger mes lettres de motivation, parce qu'aujourd'hui j'estime que c'est des lettres qui ne sont pas forcément lues. Donc d'une part c'était pour un gain de temps, et surtout c'était pour être sûr que ça soit professionnel et que ça correspondait vraiment à ce que le recruteur attendait. Donc mon prompt il était très simple, j'ai contextualisé, j'ai précisé à l'IA que j'avais 20 ans, que j'étais un étudiant et que j'étais en recherche d'un job étudiant. Dans mon cadre, c'était le cadre d'un hôtel, donc il fallait que le prompt réponde aux critères, on va dire, de recrutement. Et pour les résultats, je trouve que ça a bien marché. J'ai eu des résultats assez concluants, je trouvais que ça correspondait bien avec la demande de l'employeur. Mais j'ai quand même modifié parce que je trouvais que ça faisait trop monotone, que c'était pas assez naturel et que je trouvais que ça manquait de vivant et que c'était pas cohérent avec mon profil. Donc j'ai préféré réécrire, mais c'était plus dans la façon de rédiger la lettre. J'ai rendu ça plus vivant, plus dynamique. Oui, d'une part pour le gain de temps que ça apporte, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'estime que les lettres de motivation, c'est plus une perte de temps, même si dans certains emplois ça démontre une qualité. Je trouve qu'on peut facilement remplacer ça avec l'IA, mais tout de même, il faut vraiment utiliser un prompt qui correspond à l'offre d'emploi. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de généralisé pour toutes les offres d'emploi, et vraiment, il faut que ça soit une aide, et après, pour moi, il faut forcément repasser derrière pour avoir un résultat qui correspond à notre profil et au profil de ce que le recruteur attend.
effectivement, j'ai eu un entretien du coup dans un hôtel pour le poste de réceptionniste de nuit et ça s'est super bien passé. Je ne sais pas si vraiment la lettre de motivation y a joué, mais en tout cas, ils ont aimé mon profil et du coup, je recommande, oui, pour, dans le cadre d'une recherche de poste. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu ce témoignage. Ok, oui, oui, merci. C'est quoi un prompt? Très bonne question, Christelle. J'allais justement rebondir là-dessus. Oui, à deux reprises, donc Ilias nous a expliqué qu'il utilisait un prompt. Un prompt, c'est le texte qu'on va écrire nous euh, en guise d'instruction pour ChatGPT. Donc, ce sont les instructions qu'on va donner à ChatGPT pour qu'il génère, je vous ferai une petite démo, hein, bien sûr, tout à l'heure, pour qu'il génère du contenu. C'est ça un prompt, en fait. Euh, euh, et du coup, en fait, se développent quand même des compétences là-dessus. On a aujourd'hui des métiers qui se créent, qui se développent, de professionnels qui vont se spécialiser vraiment là-dessus, sur l'ingénierie des prompts, en fait. Parce que plus on est précis, plus le résultat sera pertinent. Voilà. Hein, encore une fois, hein, l'intelligence artificielle a besoin de nous pour pouvoir fonctionner, donc elle a besoin qu'on lui donne des instructions. Et lui donner des instructions trop larges va forcément donner des résultats pas forcément satisfaisants. Donc voilà, c'est ça un prompt, comme le précisait Ilias, que je remercie euh, pour ce témoignage. Alors, je vous resitue un petit peu hein, ma réflexion par rapport à la recherche d'emploi. On revient à janvier, là, janvier 2023. On était donc en plein buzz sur ChatGPT et bah, je me suis amusé à réaliser plusieurs sondages auprès de mes étudiants et étudiantes. Bien entendu, hein, je ne prétends pas qu'ils soient représentatifs des jeunesses de France, mais aucun jeune en lui-même n'est représentatif des jeunesses de France. Parce que voilà, moi je voyais bien qu'ils avaient trois longueurs d'avance sur le sujet par rapport à moi. Et bon, bah, je me disais, il va falloir interroger leurs usages, interroger leurs pratiques. Sur une classe, ça a pu donner ce résultat-là sous la forme d'un nuage de mots euh, qui est ici. Hop, ici. Je vais essayer de vous présenter le mieux possible. Je sais pas. Oui, il apparaît. Ouais, il apparaît bien. Oui, Et c'est bon. vraiment, hein, j'ai absolument pas truqué ce nuage de mots. Il est vraiment apparu comme ça. Alors, on a des choses rigolotes hein, dans ce nuage de mots, trouver le tracteur de RAF ou envoyer des messages à mon ex, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt voilà, la lettre de motivation qui est apparue en plein milieu, comme ça, comme une évidence. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes hein, qui ont utilisé ChatGPT. Je le rappelle, on est en janvier 2023, donc on est vraiment dans les débuts un peu de la connaissance de ça. Et clairement, j'avais déjà plus de la moitié de la classe qui avait utilisé ChatGPT dans le cadre d'une lettre de motivation, un peu comme l'a expliqué Ilias, vraisemblablement pour une recherche de stage en ce qui les concernait pour cette classe-là. Euh, j'ai donc creusé un petit peu et en fait, je me suis aperçu, oui, que c'était la première utilisation qu'ils allaient avoir. Alors moi, j'ai eu un petit réflexe un petit peu réac, un petit peu primaire, en disant, oui, bah alors vos lettres de motivation, elles vont être toutes standardisées, elles vont être déshumanisées, sans saveur. Alors déjà, ils m'ont répondu tout de suite que les lettres de motivation, c'était quand même déjà très codifié et très standardisé, ce qui n'était pas faux. Et puis après, en discutant, comme l'a expliqué Ilias, j'ai vu qu'ils avaient une utilisation plutôt intelligente de cette intelligence artificielle, à savoir que voilà, ils demandaient une structuration de contenu, une base en fait, sur laquelle travailler en fait. Et j'ai pensé, et pas à pas, en retravaillant effectivement le prompt, ils arrivaient à des résultats effectivement satisfaisants. Et j'ai trouvé que par eux-mêmes, ils avaient un usage assez pertinent de cette intelligence artificielle qu'est ChatGPT. Euh, alors, pourquoi on l'utilise? Généralement, ce qui revient, c'est le gain de temps. Donc, en fait, on va utiliser ChatGPT pour automatiser des tâches qui sont répétitives, fastidieuses et qui ne demandent pas forcément de réflexion.
Alors oui, ils mettent la lettre de motivation, l'exercice de la lettre de motivation dans ce cadre-là. Globalement, ils estiment, pour certains, en tout cas les étudiants que je côtoie, que la lettre de motivation, ça sert à rien, qu'elles ne sont pas lues et que ça leur prend juste du temps. Ils préfèrent largement passer du temps à décorer leur CV. C'est pas forcément une stratégie non plus hyper pertinente. Voilà, je vous laisse juge de ça, plutôt que de passer du temps à construire une lettre de motivation. Et ça, c'est vraiment la logique globale sur laquelle va s'appuyer des pratiques de ChatGPT, gagner du temps, remplacer l'acte du professionnel par l'acte de l'IA sur des tâches très répétitives, très fastidieuses. Alors, si on ouvre un petit peu le champ d'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, ChatGPT, sur les mois là, qui se sont écoulés, il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet-là, va venir repenser, réinterroger du moins la recherche d'emploi de manière plus large, au-delà de la question de la lettre de motivation. Je vous indique un article qui vous sera transmis également, que je vous partage ici. Hein, je vais à 42, ça me fait un petit peu peur. Comment l'intelligence artificielle optimise la recherche d'emploi? On a cet article sur le journal du net, sauf erreur de ma part, excusez-moi, je m'emmène les pinceaux dans mes fenêtres. Un article du journaliste, pardon, Mehdi Ramdani, qui travaille chez LinkedIn Actualité et qui liste toutes les manières dont on peut utiliser ChatGPT dans la recherche d'emploi. Oui, c'est ça, c'est une base qu'on humanise après, tout à fait. Cet article il est très intéressant, vraiment, je vous inviterai à le consulter par la suite, parce que aussi il interroge des recruteurs, il interroge des professionnels de l'emploi sur ses utilisations. Voilà, c'est pas juste de dire on peut faire ça, 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 ça avec ChatGPT, mais ChatGPT a des limites. La première limite, c'est cette histoire de prompt qu'il faut quand même maîtriser. Euh, Et donc, voilà, cet article est intéressant parce qu'il fait le contrepoint, alors que beaucoup d'articles voilà, survendent, je pense, l'utilisation de ChatGPT dans la recherche d'emploi comme un outil miracle, comme un outil qui va vous permettre de trouver un job, alors que bah, non, en fait, ça peut faciliter, mais ça ne remplacera pas l'acte humain de rechercher un emploi. Alors, quel type de tâches on peut faire avec ChatGPT dans la recherche d'emploi? On l'a vu, sa lettre de motivation, optimiser une lettre de motivation d'ailleurs, une lettre qui est déjà écrite, on veut vérifier, on veut traquer les fautes, les coquilles, changer des tournures de phrases. Voilà, on peut aussi partir de quelque chose déjà existant et l'intégrer dans ChatGPT. Ça nécessite absolument aucune compétence technique, hein. Voilà, pour ceux qui sont peut-être un peu inquiets, je vous montre en 2 petites secondes comment on fait ça. Ça n'a absolument rien de technique, partage d'écran, on y retourne. Et ChatGPT, bienvenue ChatGPT. Vous voyez que je suis assez friand de ChatGPT, effectivement. Euh, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander rédige-moi. Alors, on peut être poli avec les intelligences artificielles aussi. Ça, c'est bien dans la vie. Rédige-moi une lettre de motivation pour un poste de journaliste au service culturel de... il y a encore des pages culture à Ouest France. Allez, au service culturel de Ouest France. Je n'ai comme expérience qu'un stage à Presse Océan, ce qui est déjà très bien. Voilà, entrée et c'est parti. ChatGPT vous rédige une lettre de motivation en bonne et due forme, j'ai envie de dire. Donc, il vous invite à mettre votre prénom, votre adresse, etc., vos coordonnées. Et puis, il va nous structurer une lettre de motivation. Alors, très standardisée, on est d'accord, mais quand même. Je vous lis juste le premier
paragraphe. C'est avec un vif enthousiasme que je vous adresse ma candidature pour le poste de journaliste au service culturel de Ouest France, tel que mentionné dans le nom de la source. Passionné par le journalisme culturel et par le rôle important que joue Ouest France dans l'information régionale, je suis convaincu que ma motivation, mes compétences et mon expérience en font un candidat idéal pour rejoindre votre équipe. On est vraiment sur une tournure de phrases, des tournures de phrases qui sont le standard de la lettre de motivation, effectivement. Je ne vous lis pas tout, parce que vous allez vous amuser à le faire par vous-même juste après ce webinaire. Mais oui, c'est très structuré, c'est bien écrit et ça peut donner une base effectivement pour retravailler certains éléments par la suite. Et vous voyez que ça n'a rien de technique, en fait, ça n'a rien de compliqué. ChatGPT, on se crée un compte et on enchaîne comme ça les prompts. Euh, Là, c'est très large, mais plus on connaît un petit peu ChatGPT, plus on va pouvoir avoir des résultats précis. Alors oui, Guillaume, je vois que tu cites Bard, qui est l'équivalent Google de ChatGPT, que tu estimes être plus avancé. Oui, peut-être pas sur la version payante de ChatGPT pour le coup, mais ouais, même chose, un autre outil euh, où on file, je te cite, hein, on frôle parfois la perfection du résultat. Oui, c'est très bluffant en fait, les résultats de ce genre d'outil. Hop, je reprends le fil. Donc, rédiger des lettres de motivation, structurer un CV ou optimiser un CV. J'y reviendrai sur cette histoire de CV que les jeunes copient, collent dans ChatGPT avec leurs coordonnées, leur adresse mail. Voilà, c'est là aussi où on a un rôle professionnel à jouer. Je reviendrai sur cet exemple-là. Et puis, on peut avoir quand même une utilisation un peu plus fine aussi, pas se contenter du CV et de la lettre de motivation, mais par exemple, quelque chose qui se fait de plus en plus, générer des mots-clés que l'on va faire apparaître dans la lettre de motivation et dans le CV. Voilà, c'est une utilisation un peu plus fine de l'outil. Analyser une offre d'emploi, copier-coller une offre d'emploi dans ChatGPT et lui demander quels sont un petit peu les éléments clés, les points forts, les points structurants de cette offre d'emploi. Donc ça peut être intéressant pour aider à la compréhension aussi de ces offres d'emploi qui parfois sont rédigées de manière un petit peu rude, un petit peu dure. On peut aussi bien sûr se renseigner sur un métier, se renseigner sur les salaires liés à un métier. Alors même chose, je vous repartage. Le résultat est bluffant. Je reste sur ChatGPT, hein, je ne m'aventure pas sur Bard euh, ce matin, mais vous avez compris qu'effectivement d'autres peuvent le faire. Euh, ChatGPT donne-moi des informations. Ça, je sais à qui ça va faire plaisir dans le chat, là, cette démarche-là. Donne-moi des informations sur le métier de data scientist, par exemple. Est-ce que je l'ai bien écrit, scientist? Oui. Deux points. Description, salaire, niveau d'études. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Conditions de travail. Après, voilà. Je rentre du coup ce prompt qui est très sommaire, qui n'est pas du tout, voilà, qui est improvisé. Et même chose, ChatGPT, comme vous le voyez, va m'expliquer que les data scientists rassemblent des données provenant de diverses sources, y compris de bases de données, voilà, on parle de capteurs, de médias sociaux, de sites web, qu'ils procèdent à des nettoyages de données, analyse de données, visualisation de données, bref, tout le descriptif de ce métier-là. Euh, ChatGPT est assez prudent des fois dans ses réponses. Il explique que le salaire, ça peut varier en fonction de différents facteurs, mais il nous donne quand même une fourchette. Et puis, il nous donne le diplôme, le niveau d'études, bac plus 5 généralement, avec les domaines de spécialisation. Bref, vous voyez, hein, je ne vais pas tout dire, mais vous voyez que le résultat est assez impressionnant. Et du coup, bien sûr, ça vient interroger notre place. Là, je pense, je sais que dans le public, il y a des gens du réseau Info Jeunes avec qui j'ai travaillé, spécialisés dans l'emploi. Quand on a ça comme outil, euh, pourquoi les jeunes viendraient dans nos structures pour nous interroger sur des métiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Je suis un peu provocateur, mais si je me mets à la place des jeunes, j'ai pas besoin de me déplacer. Je reste chez moi, j'ouvre mon ordinateur, j'ai cette explication, elle me convient. Pourquoi j'irais me déplacer un peu plus? On essaiera de le voir ensemble tout à l'heure. Je vois le temps filer, Claire.
Je vois le temps filer. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Au-delà de ChatGPT, voilà, juste pour vous signaler aussi qu'on peut, et j'aurai des ressources à vous transmettre aussi là-dessus, on peut aussi aller voir de côté d'autres intelligences artificielles génératives pour les injecter dans la recherche d'emploi. On a un article assez intéressant de Julien Bader là-dessus, publié dans le journal du net, que je vous transférerai. Je cite comme ça quelques applications et quelques intelligences qui utilisent les intelligences artificielles. On a par exemple AI Image Color Picker qui peut permettre de retravailler l'habillage graphique des CV pour qu'il corresponde à l'identité visuelle de l'entreprise que l'on vise. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, on peut le faire techniquement. Lazy API Job, comme son nom l'indique, qui permet de postuler automatiquement et massivement à des offres d'emploi sur des plateformes comme Indeed ou LinkedIn. Bon, c'est pas à vous que je vais faire forcément plaisir avec ce type d'application mobile. Et puis, pour avoir été en position de recruteur à plusieurs reprises, on voit tout de suite les candidatures automatiques quand elles arrivent sur LinkedIn. Elles sont automatiques. Donc, du coup, ça joue pas forcément en la faveur des candidats. Ça, c'est mon point de vue. On peut avoir aussi une autre IA qui s'appelle Chat PDF, qui permet de converser avec un PDF. Et oui, mesdames et messieurs, on en est là. De converser avec un PDF et de l'interroger sur le contenu d'une offre d'emploi. Et puis, si on pousse les curseurs, on va avoir des intelligences artificielles comme HireVue, par exemple, euh, qui proposent des entretiens. Voilà, on va être face à une intelligence artificielle devant notre écran et on va simuler des entretiens. Ces entretiens vont permettre de faire ressortir, selon cette application, les capacités professionnelles, les soft skills du candidat. Donc là, évidemment, c'est là-dessus aussi que ça commence à nous poser beaucoup de questions sur le sens de nos métiers, sur le sens de vos missions. Bon, je vais finir mon propos et puis on ira rapidement, et puis on ira sur les enjeux liés à vos métiers. Euh, je voulais finir aussi cette histoire d'impact sur la recherche d'emploi pour vous dire qu'aussi, côté recruteur, c'est la même chose. Côté recruteur aussi, on utilise les IA. Et là, il y a aussi des articles qui sont sortis là-dessus. Euh, bon, j'évite les partages d'écran, m'en voudrez pas parce que vraiment le temps nous est compté. Donc pour pas perdre de temps, mais je vous enverrai cette bibliographie-là. Euh, un article sur Digital Recruiter qui effectivement nous explique, constate que dans certains secteurs, l'intelligence artificielle peut grandement faciliter le travail des RH, etc., etc. Par exemple, la même chose, en fait, l'aide à la rédaction d'offres d'emploi. À titre personnel, j'ai recruté un cadre dans une association il y a peu de temps. Je ne vous cache pas que oui, comme c'était un poste que je n'avais pas forcément en tête tout, je suis allé voir ce que nous disait ChatGPT sur un poste de direction de l'association. Et effectivement, même chose, il nous a fait une structuration très intéressante, très concrète de cette fiche de poste. Mais on peut se dire qu'avec Bard et ChatGPT, on peut aussi générer des questions pour l'entretien. On peut aussi rédiger des résumés pour chaque candidat quand on reçoit beaucoup de candidats, structurer des réponses mail, planifier des entretiens, trier des réponses reçues. Voilà. Lorsqu'on est en posture de recruteur, l'intelligence artificielle peut, de la même manière que ceux qui recherchent un emploi, peut faciliter certaines tâches à partir du moment où elles sont répétitives, fastidieuses et où elles ne demandent pas forcément beaucoup de réflexion. Je suis allé très vite, hein. Je suis allé très vite parce qu'il est 11h55. J'aurais voulu vous montrer d'autres éléments et surtout pouvoir discuter un peu plus librement avec vous, mais sur les enjeux qui se présentent à vous. Euh, je vous pose cette question dans le chat. J'espère que vous avez réussi à capter quelques éléments là de ce que je vous ai donné là depuis tout à l'heure. Peut-être que c'était des choses que vous aviez déjà en tête, peut-être que vous découvrez. Mais pour vous, du coup, quels sont les défis? Quels sont les enjeux
auxquels vos métiers sont confrontés aujourd'hui. Là, vraiment, j'insiste sur aujourd'hui. Pas demain, pas dans 6 mois, pas dans un an, parce que les choses vont tellement vite avec les intelligences artificielles que c'est vraiment compliqué. C'est un petit jeu de hasard que de se projeter. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. Quels sont les défis, quels sont les enjeux pour vous euh, euh, et je vais reprendre un peu certains éléments qui ont été dits là dans le chat. Sur vos différents métiers avec l'arrivée de ces intelligences artificielles. Moi, j'ai des réponses à cette question, mais j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus. J'en profite pour dire, effectivement, la question de la fiabilité, la question des sources des informations par ChatGPT sont-elles vérifiables? Donc, évidemment, hein, je suis allé très très vite sur cette question. ChatGPT a 3 limites. La première limite, c'est cette histoire de prompt qu'on a évoquée ensemble. Donc, si notre demande est trop vaste, la réponse sera d'autant moins fiable. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la limite que ChatGPT en version free, donc celle qu'utilisent tous les étudiants hein, et tous les jeunes, euh, euh, ça y est, vous avez des questions bien profondes à la fin de ce webinaire. Euh, que c'est cette application qu'ils utilisent. Ils utilisent la version free, et la version free, ça arrête là pour le moment à 2021. Donc voilà, il y a aussi ce biais-là. Et puis enfin, bien sûr, la question du sourcing, c'est-à-dire que ChatGPT ne source pas ces informations. Donc là, petite salutation au réseau Infogène Pays de la Loire. Là, on est dans l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que oui, c'est notre rôle en tant que professionnel jeunesse que de faire comprendre aux jeunes qui vont utiliser ces outils-là, et pas que les jeunes hein, d'ailleurs, que d'accord, ChatGPT vient te donner des informations sur le métier, par exemple, de data scientist, que j'ai pris comme exemple. D'où sort-il ces informations? Quelles sont ses sources? Sur quoi il s'appuie? Et là, il va être incapable de vous répondre. Donc oui, ChatGPT seul, barre seul, n'est pas 100% fiable, bien évidemment, puisqu'il repose sur un calcul qui est fait sur la masse de données existantes. Donc, en fait, c'est un super calculateur. Mais lui, la réflexion critique, l'esprit critique, je l'ai dit en ouverture, hein, sur les sources d'information, le regard critique, il ne l'a pas. C'est pour ça que ça reste un outil et que nous, on est encore là pour faire quelque chose dans la vie. Euh, donc, être garant de la fiabilité de l'information, voilà, c'était vraiment un enjeu. C'est l'enjeu de taille, mais après, ça dépend dans quel secteur, quel type de métier vous pratiquez. N'apprend-on pas à, la- à- n'apprend-on pas à la machine à se passer de nous, notamment via le deep learning? Alors, ça, c'est effectivement la réflexion que j'ai amorcée tout à l'heure en parlant d'IA faible et d'IA forte. Et qu'est-ce qui nous attend demain? Oui, parce que c'est ce qu'on fait. Hein. On apprend à des machines à reproduire des réflexions par un système neuronal, en fait, euh, que l'on transmet à la machine, des réflexions qui sont des réflexions humaines. Donc pour le moment, elle copie, mais un jour, effectivement, elle pourra aussi très vraisemblablement se passer de nous. Par contre, je tenais à casser ces mythes-là d'entrée de jeu, dans le sens où aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On est dans la découverte des IA génératives, on est dans ce truc-là. Quand je dis nous, c'est nous, professionnels, voilà, qui travaillons au quotidien avec des jeunes, avec des moins jeunes, sur l'emploi, sur ces questions-là. Leur montrer la nécessité de prendre du recul et d'être capable d'analyser l'information. Ben voilà, hein, c'est toujours ça, développer l'esprit critique. Merci Fabienne. Apprendre à avoir un œil critique. Bon, le principal enjeu, il est là-dessus, on est d'accord. Mais pas que. Et si vous me permettez de conclure, si j'ai encore quelques minutes, Claire? Oui, très bien. Euh, euh, moi, je relève, pardon, 4 enjeux par rapport à cet impact, par rapport à vos métiers. Alors, je raisonne beaucoup sur l'emploi, hein, je ne vous cache pas, sur la recherche d'emploi. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ça, beaucoup moins de la formation ou de l'orientation, mais on a voilà, des mécanismes un peu similaires. Bah, le premier enjeu, le premier défi, c'est pour vous de vous acculturer avec tout ça, en fait, d'apprendre. Alors, c'est pas de devenir des champions de l'intelligence artificielle, mais c'est de maîtriser à minima ChatGPT, Bard, voilà, de maîtriser les outils que vos publics maîtrisent. Voilà. Euh,
pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça peut alléger certaines de vos tâches à vous dans le cadre de vos métiers. Voilà, hein, je pense, je ne donne pas de détails pour pas perdre de temps, mais bien sûr qu'il y a plein de tâches dans vos métiers qui sont chronophages et qui pourraient être beaucoup plus fluides avec l'usage de ChatGPT. Bien sûr, pour accompagner les publics dans le maniement de ces outils et leur poser un regard critique sur ces outils. On l'a dit et redit. Je vous donne un exemple très bateau que j'ai évoqué tout à l'heure, mais la personne qui prend son CV et qui le copie entièrement, qui le colle dans le chat GPT, elle va donner ces informations à chat GPT. Elle va donner ces informations à OpenAI et elle va publier en quelque sorte ces informations sur Internet. Oui, il y a des pratiques. Là, tout bête, non, si tu veux faire ça, d'accord, mais t'enlèves à minima tes coordonnées. Donc ça, c'est vraiment, on est dans les lignes de l'éducation média et l'information pure. L'enjeu numéro 2, c'est de savoir en fait si l'IA, finalement, je prends le contre-pied de ce qui s'est dit dans le chat, va pas permettre de réhumaniser la recherche d'emploi. Alors là, je me mets à dos toutes les personnes qui bossent à Pôle emploi dans ce chat. Non, non, je plaisante bien sûr. Euh, mais euh, alléger des tâches répétitives, le professionnel qui accompagne les candidats ou le recruteur aussi, il peut peut-être accorder davantage de place à l'humain dans son quotidien et dans son relationnel avec les demandeurs d'emploi ou des jeunes ou moins jeunes qui sont face à vous. Je cite Thomas Vergniaud, dans un article que je vous transmettrai aussi sur le site Welcome to the Jungle, spécialisé sur le recrutement. Thomas Vergniaud, lui, il est dirigeant de Wellcode, qui est une boîte qui a pour but justement d'acculturer en fait les professionnels du recrutement avec la technologie, avec ces technologies-là. Et il nous dit, l'IA permet d'ajouter de l'empathie au métier, je le lis, hein. Par exemple, on peut s'attarder sur des points sensibles comme les messages de refus en les rédigeant de manière positive, personnalisée. On prendra le temps de faire des feedbacks individuels, de donner des recommandations pour travailler sur telle ou telle compétence. Je vois le chat s'agiter. Euh, ou telle compétence pour regarder telle ou telle formation. Donc là, il raisonne lui par rapport au recruteur. Mais effectivement, est-ce qu'en se délaissant de tâches répétitives, pénibles et hyper chronophages, on va pas pouvoir gagner du temps pour réhumaniser un petit peu certains échanges? Voilà, quand on suit X dossiers de demandeurs d'emploi, je consens que ce soit extrêmement compliqué voilà, d'avoir un suivi personnalisé, ça c'est évident. Donc, est-ce que cette technologie pourrait pas nous aider? C'est à double tranchant, ça m'amène à l'enjeu numéro 3, c'est cette histoire de se servir de ChatGPT pour remettre de l'humain, ChatGPT des IA. Euh, c'est que attention aussi au solutionnisme technologique. Moi, je suis très frileux sur ces questions-là. Est-ce que l'État va miser sur l'IA pour pallier certaines carences structurelles de certaines de vos professions? On sait que, bah, voilà, j'insiste hein, sur Pôle emploi, mais que comme dans d'autres structures, il y a, les conseillers ont beaucoup de dossiers, certainement trop de dossiers. Je sais pas, hein, je ne maîtrise pas sur le bout des doigts cette question-là, mais on le sent bien en tant que bénéficiaire, demandeur d'emploi en tout cas. Euh, mais l'IA va pas régler les problèmes structurels, voilà, d'ordre structurel. Donc vigilance au solutionnisme un peu technologique qui est jamais vraiment une solution durable. Bon, notre gouvernement, lui, il y va, hein, il va. Alors, j'allais dire massivement, mais en fait, non, pas forcément massivement. Ce sera la dernière chose que je vais vous dire là-dessus. Si je retrouve, non, excusez-moi, cet article qui doit être ici. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là, excusez-moi, je vais arrêter. Donc vous avez arrêtez de partager. Bon. Vous avez le gouvernement là qui a annoncé une expérimentation depuis début octobre pour que 1000 agents volontaires
du service public. Alors c'est très vague, hein. Je ne sais pas exactement quel métier, voilà, vont être équipés d'un outil qui utilise ChatGPT pour les accompagner dans la rédaction des réponses en ligne aux usagers. L'idée, c'est de gagner du temps et de pouvoir faire autre chose. Donc, on a vraiment aussi cette volonté-là de mettre de l'IA euh, dans le service public aujourd'hui. Voilà. Alors attention, ça a double tranchant, ça peut vous aider, mais en même temps, c'est pas une solution en soi. On a actuellement 2 millions d'euros qui sont engagés par l'État euh, au soutien aux projets en lien à des intelligences artificielles pour déployer ces intelligences artificielles dans les services publics. J'ai vu qu'il y avait eu des réactions. Est-ce que les chatbots, alors ça dépend quel chatbot on parle, hein. Mais si je prends là, Julie, mon exemple, euh, l'idée, je pense, hein, via l'orientation par chatbot, l'idée, je pense, c'est effectivement ça, hein. C'est d'avoir des chatbots plugués sur ChatGPT et du coup de pouvoir interroger un maximum de réponses. C'est à double tranchant, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport au regard critique nécessaire, par rapport aux réponses. Bon, comme tout outil, ça s'utilise et ça, on doit apprendre à utiliser cet outil. Est-ce que, Claire, vous m'accordez encore 1 minute 1 minute, pas de problème. pour conclure? Pas plus. Je suis désolé, on a pris un petit peu de retard sur ce webinaire. Vous voyez bien, c'est quelque chose de vaste euh, et quelque chose d'hyper intéressant en fait aussi. Je voulais juste ouvrir les réflexions sur du coup quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le rapport qu'on a au travail aujourd'hui. Je trouve assez passionnant d'observer ce qui se passe en ce moment dans le rapport que vont entretenir les jeunesses par rapport à cette question du travail. Vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir, pour constater que voilà, il y a des changements assez radicaux sur ce champ-là. On a une génération qui a vécu le confinement à la fleur de l'âge, qui a toujours entendu parler qu'on allait droit dans le mur avec la planète et l'environnement, qui a toujours vécu dans un contexte de crise économique, sociale, politique. Je fais un portrait très noir, hein, mais volontairement pour aller sur la question du rapport au travail. C'est une génération qui est plus exigeante, qui est globalement en quête de sens dans le travail, d'un travail plus épanouissant, sans management pyramidal, sans burn-out à la clé, sans parcours de carrière forcément non plus, et qui refuse aussi de travailler dans des jobs d'été parfois payés au lance-pierre. Bref, donc on a une génération qui repense notre rapport au travail et qui remet peut-être le travail à sa place comme un moyen et pas une fin en soi. Et du coup, c'est intéressant de voir que euh, paradoxe des calendriers, pas, des outils comme ChatGPT et les IA génératives arrivent à ce moment-là, avec cette perspective d'adoucir certaines tâches plus répétitives, plus, euh, plus chronophages, plus fastidieuses, pardon. Et j'ai eu une discussion récemment, j'ai souvent cette discussion-là avec les étudiants avec lesquels je travaille, un peu en roue libre, où une étudiante me dit, mais monsieur, si une IA me remplace, fait mon boulot à ma place, eh ben tant mieux. Voilà. C'est la réponse que j'ai eue. Tant mieux, mais j'irai pas forcément mettre mon énergie dans d'autres tâches. Je travaillerai peut-être moins et je pourrais gagner du temps pour mes loisirs, pour m'engager dans des associations, pour donner du sens un peu plus à ma vie personnelle plutôt que professionnelle. Donc voilà, ces IA, elles n'arrivent pas n'importe quand, elles arrivent dans ce contexte-là et je pense qu'il faut aussi réfléchir à la place de ces IA dans cette évolution-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur ce webinaire un peu au pas de course. On vous transmettra tous les éléments complémentaires et j'espère que ça vous a éclairé sur deux, trois points. Merci beaucoup, Pierre-Adrien. Merci à tout le monde hein, pour votre participation. Je vous partage simplement les quelques actions de professionnalisation qui sont à suivre là sur les prochaines semaines. Vous avez le recrutement et l'intégration en entreprise des primo-arrivants le 19 octobre. Et puis, vous avez où en est l'égalité professionnelle entre femmes et hommes le 9 novembre. Enfin, vous connaissez notre catalogue, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous pour ce webinaire et puis à bientôt.